Bonjour, quel est votre nom? Mon nom est Gustave Bruno. Et est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit vous êtes né, ainsi que Je votre suis date de né à naissance? Québec le 17 février 1921. Je suis un Québécois pur laine. Quelle était l'occupation de votre père et celle de votre mère? Bon. Mon père était voyageur de commerce. Il voyageait pour l'Imperial Tobacco. Ça veut dire qu'il vendait des cigarettes, des clous de cercueil à tout le monde. Et votre Ma mère? mère s'appelait Blanche Tremblay. Ils étaient tous les deux de Québec. Ils sont mariés à Québec. Et puis, elle était à la maison, votre mère? Je suis sourd un peu, hein? C'est bien de vous comprendre. Votre mère s'occupait des enfants à la maison? Ma mère Oui. était d'une famille, je pense, de 7 ou 8 enfants. C'était une Tremblay. C'était une des l'avant-dernière. Elle avait un frère le plus vieux, elle avait des sœurs, mais elle était au milieu. C'était pas le bébé dans la famille, mais c'était pas loin. OK. Est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? Moi-même, Oui. j'ai eu 3 frères. J'ai eu qui sont morts, tous les 3. Il me reste une sœur vivante. Nous étions 5 enfants chez nous. Ma mère, mon père est mort en 1942. Il est très jeune. En 1932, il était très jeune. Il a laissé ma mère veuve avec 5 enfants. J'avais 13 ans. J'étais le plus vieux de la famille. Vous étiez le plus vieux à 13 ans. Le plus vieux de la famille. C'est pour ça que dès que j'avais un oncle qui était directeur de collège à Berthierville, alors pour aider ma mère, il a pris les 2 plus vieux en pension. Alors, mon frère et moi-même, nous avons été à Berthierville justement pour soulager ma mère avec les 3 autres enfants. Pour avoir moins de bouche à nourrir. Ça faisait moins de pression. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de l'école à ce moment-là? Oui, de l'école, oui, je peux vous parler. J'ai d'abord, en premier, comme j'étais dans la paroisse Saint-Dominique, à Québec, près de la rue Cartier, j'ai commencé l'école à Saint-Dominique. Puis, après, à l'âge de 13 ans, j'ai continué l'école, mais à Berthierville, jusqu'à la guerre. Là, tu vois. Bon. Alors, en somme, j'ai fait les cours primaires et le cours secondaire. Tu sais. Donc, votre père décède dans les années 30, puis au même moment, les choses vont mal en Europe. Est-ce que la nouvelle de... D'abord, je vais vous expliquer un contexte. À Berthierville, c'est un collège franco-américain. Donc, c'est un collège bilingue. Alors, c'était du high school. Hein? Puis, les Américains nous parlaient d'aviation, rien que d'aviation. C'est là que j'ai commencé là. Je n'ai pas commencé là. J'ai commencé beaucoup plus jeune. Mon père avait 4 grands volumes de la guerre de 14-18. Puis, dans ça parlait beaucoup d'aviation, de Guimer, en tout cas de héros de cette guerre-là. Puis j'étais fasciné par l'aviation. Puis je rêvais de ça. On avait un aéroport ici à Sainte-Foy. Puis le dimanche, je partais, puis je me rendais à l'aéroport, puis je regardais les avions atterrir. Donc, très jeune, j'étais fasciné. En plus, le collège de Berthierville, on ne parlait que d'aviation. Donc, quand la guerre s'est déclarée, j'ai voulu immédiatement entrer dans l'aviation. Mais j'avais 18 ans, trop jeune, la majorité était à 21 ans dans le temps. Donc, je me présente au centre de recrutement. On me retournait tout de suite, on dit c'est trop jeune. Puis, à 19 ans, j'ai réessayé de nouveau, puis j'ai passé les examens au Manning Dépôt de Québec. Puis, j'ai réussi les examens médicaux et tout.
Mais ils m'ont dit, on te fait signer, mais c'est provisoire, il nous faut l'accord de ta mère. Fait que j'ai réussi à obtenir la signature de ma mère et c'est comme ça que je me suis enrôlé le 20 août 1940. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Quand vous Oui. dites que votre père avait des volumes de la Première Guerre mondiale, est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui avaient servi des oncles ou des... Oui, j'avais un oncle, un oncle qui s'appelait Duquette. C'était un peintre, mais il avait fait ses études à Paris. Il avait servi durant la Première Guerre mondiale. Puis après la guerre, il était resté à Paris, puis à Montmartre, tout ça. Puis en somme, il est revenu après quelques années, mais il était peintre. OK. Ah, ça fait cet oncle-là qui avait fait la guerre. Donc, vous aviez un petit peu de famille qui connaissait le monde militaire. Oui, c'est ça. Et puis- J'avais d'abord moins par les lectures, la fascination de l'aviation, et j'avais un oncle qui avait servi l'autre côté durant la Première Guerre. Donc, Il était capitaine. OK. Quand on vous apprend ou quand vous avez appris que le Canada est en guerre en En 1939, 1939. vous avez 18 ans? J'étais, dans ce temps-là, avec une équipe, j'avais passé mes vacances en Gaspésie avec une équipe d'entomologie. Puis, quand la guerre s'est déclarée, je suis revenu parce que mon frère, le deuxième, mon suivant, venait de mourir en 1939 de tuberculose ici à l'hôpital Laval. Donc, je revenais pour les funérailles. Puis la guerre, puis là, j'ai vu ça, que la guerre s'était déclarée. J'avais le journal, j'étais sur l'océan limité, qu'il appelait, le train. Et là, je suis arrivé à Québec, puis la guerre, c'était la guerre. Tu sais. Donc, vous avez 18 Puis là, ans. immédiatement, là, je me suis informé, puis j'ai commencé à faire des démarches, mais sans succès, j'étais trop jeune. Donc, Alors, ça va pour la fascination, tu sais. Mais par contre, je n'étais pas intéressé ni à l'armée, ni à la marine. Je voulais voler. votre choix était fait depuis le tout jeune âge, depuis que Donc, vous aviez depuis vu les très avions. jeune, c'était pilote que je voulais être. Mais quand on m'a enrôlé, on m'a dit, tu es enrôlé comme personnel navigant. C'est nous autres qui va décider si tu es pilote, navigateur ou télégraphiste. Vous saviez à l'époque que faire partie de l'aviation, c'était très difficile? Est-ce que vous saviez que c'était très difficile de faire partie de l'aviation? Je doutais que c'était un cours assez difficile, mais ce qui est arrivé, c'est que la première année au Manning Depot, j'ai eu d'abord des cours d'anglais. Les Canadiens français avaient automatiquement un cours assez long, à peu près 5-6 mois, d'anglais. C'était un professeur, il s'appelait le professeur de Labrosse. Il était capitaine, bon. Puis, ces cours-là, après, on a eu des cours d'initiation au vol, des cours d'initiation à la navigation, des premiers cours de télégraphiste, puis des rudiments de la navigation aérienne. Donc, c'est ça la préparation que j'ai eue, mais ça a été long. Ça a duré quasiment 1 an. À la fin, au mois de juillet de l'année 1941, oui, 41, j'ai fait du guard duty. Il fallait obligatoirement. Un personnel volant, on est obligé à faire du guard duty, de la garde. Là. Et qu'est-ce que ça Puis signifie? je l'ai fait à la construction de l'aéroport de l'Ancienne-Lorette. J'étais 2 mois là, puis après ça, au mois de septembre, je prenais le train à Québec pour m'en aller à Guelph, en Ontario, pour suivre un cours de télégraphie, un cours encore pareil de 7 mois. C'est un cours très, très long. Ça fait qu'en avril, en avril 42, je ne me trompe pas, pour votre information, j'ai tout mis ça par écrit. Je vais vous donner tout ça à la fin de l'entrevue. En avril 41, en avril 41, j'ai pris le train pour m'en aller à Halifax. Puis c'est là, après ça, que j'ai été envoyé dans la première escadrille, le 5BR, pour
voler sur des Catalina. Catalina, le Canso. Le Catalina, c'est un avion amphibie qui avait gagné en 1939 le championnat de la durée de vol sur le Pacifique. Puis cet avion-là a été converti au commencement de la guerre avec des tourelles pour mettre des mitrailleuses. J'ai même une petite photo de ça. Puis, puis organisé avec un bombe B, une soute à bombe, pour faire la guerre anti-sous-marine. Bon, alors cet avion-là, c'était sa mission, escorter des convois, attaquer des sous-marins. Ça, j'ai fait ça juste pendant assez longtemps. J'ai 500 heures de vol sur les Canso. Et que pensiez-vous de ces appareils-là? Est-ce que c'était des bons appareils? C'était des appareils très lents, pas appropriés pour faire une lutte anti-sous-marine, assez bien pour escorter des convois ou aider à regrouper des convois. Disons, un convoi partait de New York, un autre partait de Montréal, ou un autre d'Halifax, puis il fallait regrouper tous ces avions-là, tous ces vaisseaux pour faire un convoi. Fait que c'était assez laborieux et assez long, passer des heures de temps. Imaginez-vous assis dans la tourelle du Canso avec une lampe à 10, puis envoyer des signaux au Commodore. Vous avez vu des Canso avec des grandes ailes. Le signal était constamment coupé. Alors, c'était très laborieux pour communiquer parce qu'il fallait, du haut des airs, il fallait agencer ce convoi-là. Mais ça a été intéressant, mais comme vous dites, c'était pas un avion efficace contre les sous-marins. D'abord, sa vitesse de croisière, c'était 120 nœuds à l'heure. C'est pas vite. C'est aussi vite c'est pas plus vite que nos automobiles. Puis, le temps d'attaque était trop long. On volait à 1000 pieds. Les sous-marins, ça prenait juste quelques minutes pour disparaître. Quand on arrivait sur les lieux, c'était fini, il n'y avait plus rien. On envoyait des charges de profondeur, mais ça n'avait aucune efficacité. Il était rendu loin. Il était rendu en dehors des limites des explosions. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qu'on savait à l'époque de l'Allemagne, ce qu'on savait de l'armée allemande? Ce qu'on savait, on savait que les sous-marins, on le su graduellement. Au commencement, on avait l'impression que les sous-marins allemands n'avaient pas évolué, qu'ils étaient comme dans la Première Guerre. Mais, par la suite, on s'est aperçu qu'ils se sont équipés graduellement, ils se sont modernisés. En ce sens, ils ont inventé un snorkel, qui était une prise d'air, puis alors ils pouvaient opérer avec les moteurs diesel sous l'eau, ce qui leur donnait une plus grande efficacité, plus grande vitesse. Alors on l'a appris, puis à nos dépens, tu sais, mais ça a été une invention assez efficace. Pendant la Seconde Guerre, le snorkel? Oui, mais les Allemands étaient astucieux. Ils ont compris, bon, ils avaient des espions partout, dans tous les ports. Ils savaient le nombre de navires, des convois de 90 bateaux. Donc, ils se sont organisés autrement. Au lieu d'opérer un sous-marin seul, ils ont fait des meutes de 12 sous-marins. Ils partaient du sud de l'Islande, puis ils s'en allaient à la recherche des convois. Quand ils trouvaient un convoi, c'était un massacre, c'était comme un jeu de quilles. J'ai vu des convois en feu, complètement, là, 40 bateaux qui brûlent, là, c'est impressionnant. Mais alors, ça a été les améliorations, c'était ça. Le snorkel, puis la meute, ça a été tellement efficace qu'ils ont failli couper entre 42 et 43. Vous savez que nos lignes étaient coupées. 40 du tonnage, même 50 s'en allait au fond. Donc,
comment voulez-vous gagner une guerre si on n'a pas l'équipement? Est-ce que vous pouvez me parler justement de l'importance de cette ligne-là, l'approvisionnement? Oui, cette ligne, c'était une ligne vitale pour l'Angleterre. Vitale pour pouvoir survivre, vitale pour pouvoir contre-attaquer. Comment voulez-vous attaquer si vous n'avez pas l'équipement? On peut considérer que cette ligne-là, ça serait semblable à un squelette. Votre dos, votre colonne vertébrale, bien, si il y a le moindre petit bobo, ça me fait mal partout. Alors là, c'est pareil, c'était la colonne vertébrale de la guerre. Puis, les gens n'ont pas réalisé l'importance de ces convois-là, puis après ça, l'importance de la marine marchande. Ces marins-là ont été reconnus comme vétérans très tard. Puis c'est triste parce que ces gens-là ont fait la guerre, puis ont participé à l'établissement de lignes importantes, puis c'était pas reconnu. Puis j'ai connu un marin qui avait fait justement la guerre, puis il m'expliquait exactement la même chose. Il disait, on a bêché, on a mangé en tout cas. Puis, on n'était pas reconnus comme vétérans. C'est pas drôle, ça. Maintenant, ils le sont. Vous vous êtes enrôlé très tôt dans la guerre. Aussitôt que vous avez eu l'âge légal de le faire ou que vous je me suis enrôlé, je n'avais pas l'âge légal. Vous étiez avant l'âge Ça a légal. pris la ceinture de ma mère comme pour m'autoriser, parce que c'était à 21 ans la majorité. J'avais 19 ans. Et comment votre mère a pris la nouvelle? Pardon? Comment votre mère a pris cette nouvelle? Mère a fini... ma mère, elle a signé en disant « Tu te jettes dans la gueule du loup. » Est-ce que vous aviez peur? Non, à 19 ans. C'était l'esprit d'aventure. Puis après ça, la réalisation de mon rêve. Fait que il n'y avait pas de peur. À cet âge-là, on n'a pas peur. D'abord, même durant la guerre, on perdait des avions, mais ça arrive aux autres. Ça t'arrive pas à toi, ça arrive aux autres. C'est ça la jeunesse. Non? Donc, à l'entraînement, est-ce que vous avez eu des... À l'entraînement, d'abord, j'ai fait mon cours de télégraphie à Guelph, en Ontario. J'ai été fasciné parce que c'était un campus. C'est la première fois que je voyais un vrai campus universitaire. À Québec, l'Université Laval était sur la rue Sainte-Famille, dans le Vieux-Québec. Là, c'était tous des édifices Tudor avec du gazon, puis des fleurs. C'était un endroit idéal, des courts de tennis, puis moi qui étais un joueur de tennis, j'étais heureux là. Puis cette période-là, ça a été une période plaisante. J'en parle dans mes documents. Ça a été j'ai pas eu... Après ça, j'ai mieux ça. J'ai réussi. On était pas mal peut-être une centaine sur le cours. J'ai fini mes classes de le premier. J'étais le premier de la classe. Le meilleur de la promotion. J'en mangeais. Et vous, est-ce qu'il y avait beaucoup de francophones? Après ça, ce qui est arrivé à la fin du cours de télégraphie, j'ai passé en entrevue et j'avais été recommandé comme officier. Mais ils ont trouvé que mon anglais n'était pas encore assez parfait. Ils ont dit ça sera plus tard. Okay. J'aurais pu avoir ma commission dès le début des opérations. Je l'ai eu plus tard. Et puis, est-ce qu'au début de la guerre, vous pensiez que les Alliés allaient être capables de remporter cette guerre-là? Oui. Moi, j'étais sûr de ça parce que je me disais, c'est la même chose qui est arrivée en 1914-18. Quand les États-Unis sont rentrés en guerre, ça a changé. Tu sais? Puis, je dis, ça va être la même chose. Les États ne resteront pas neutres longtemps. Donc, vous aviez la certitude que les États-Unis allaient un jour... Oh, oui, j'étais optimiste. J'étais pas un gars négatif, j'étais ouvert et certain qu'on la gagnerait la guerre. Excepté que dans les premiers temps, c'était plutôt fatigant parce que je m'aperçois qu'on n'avait pas les outils. On les a eus par après. Par après, il y a eu des inventions aussi sur le côté allié. Évidemment,
le radar existait au début de la guerre, mais là, il y a eu des radars améliorés avec une performance où on pouvait prendre un bateau à 90 000. Ça fait que ça veut dire que c'était quelque chose, ça. Ça nous aidait à retrouver des convois. Comme vous savez, un convoi, c'est à cacher. Le Commodore, l'amirauté nous disait, convoi est à peu près telle longueur, telle longitude, longitude sur l'océan. Mais c'était approximatif. C'était à nous de le trouver. Est-ce que c'était approximatif parce qu'on ne voulait pas donner d'informations trop précises? C'était silence radio. Pour un radiotélégraphiste, c'est curieux, hein? Mais c'était le silence radio. On ne pouvait pas se servir du radio. C'est pour ça qu'on se servait seulement de la lampe à 10 quand on communiquait avec eux autres. Il n'y avait pas de RT, rien de ça. Pouvez-vous me parler un peu plus de cette lampe-là pour ceux qui ne connaissent pas? Pardon? Est-ce que vous pouvez me parler plus de cette lampe? Comment vous faisiez pour communiquer avec la lampe? Oui, cette lampe-là, on avait appris à s'en servir en code morse, là, durant le cours de télégraphie. Alors, il y avait le didate, la même chose, mais en sillon. Un sillon court, un sillon long. Ça fait que imaginez que c'était long à communiquer avec le bateau du Commodore. Il fallait laisser les messages courts, j'imagine. Il fallait faire les messages très courts, mais clairs. Donc, une fois que vous avez terminé votre... Après ça, le problème des convois, c'était les bateaux trop lents, les stragglers qu'on appelait. C'était le gros problème. C'était des bateaux qui, à cause de leur vitesse ou leur trouble de moteur ou quoi que ce soit, ils s'en allaient puis ils perdaient le convoi. C'était des victimes idéales pour les sous-marins. Alors, on avisait le Commodore, puis là, après ça, il fallait communiquer avec ces bateaux-là, tâcher d'aller un peu plus vite. Puis le Commodore, lui, d'un autre côté, il n'osait pas diminuer la vitesse de son convoi, parce qu'il risquait alors. Les stragglers, c'était des sitting ducks qu'on appelait nous autres, là. C'était des cibles idéales pour les sous-marins. Malheureusement, ils se sont fait couler aussi. J'imagine que vous avez eu malheureusement l'occasion d'être témoin de ça du haut, du ciel. Oui, j'ai vu des bateaux en feu, j'ai vu des naufragés, dans l'Atlantique Nord, des naufragés avec de l'eau sur le point de congélation. Ça ne vit pas longtemps. On leur envoyait avec des vivres ou des boîtes avec des cordages. On lâchait ça, mais on savait qu'ils étaient très limités dans leur survie. Vous ne pouviez pas descendre? Ils ne pouvaient pas avoir d'aide parce que le convoi, les bateaux coulés, le convoi n'arrêtait pas. Il continue comme si rien n'était. Et pour quelle raison on ne pouvait pas arrêter? Alors, on signalait au commandeur qu'il y avait des bateaux. Laissez faire. Hein? Du haut du ciel, ça ressemblait à quoi un convoi? Combien de navires? Un convoi, ça peut vous donner... Un convoi, c'est un bateau, 1 mille nautique, un bateau à côté. 1 mille nautique, un bateau à côté. De même chose dans l'autre sens. En avant, 1 mille nautique, un bateau. Alors, qu'un convoi était étendu sur plusieurs milles sur l'océan. Imaginez 40, seulement 40 bateaux, là, espacés à 1 mille de distance dans un sens comme dans l'autre, ça fait long, ça fait grand. Ce qu'on faisait, on faisait des patrouilles à une cinquantaine de milles avant le convoi, pas autour du convoi, un balayage pour voir s'il y avait des sous-marins. Ça fait que c'est ça. Mais quand ils étaient attaqués, il était trop tard. Donc, comment vous faisiez en avion pour voir s'il y avait des sous-marins? On se servait du radar. Puis si un sous-marin était en surface, on le repérait. S'il était en périscope, à même pas 1 mille, on pouvait le repérer. Mais de visu, un périscope, vu des airs, là, tu vois pas ça. Non. Tu voyais même pas de snorkel. Puis que le snorkel il était bien fait. Là, il laissait pas de sillage du tout. Fait que c'était très difficile. La situation a changé sur les fins de l'année 1944. C'est parce que là,
on a été équipé autrement. Avant, on n'avait pas d'oreille pour écouter la mer. Là, on était équipé avec des bouées. Si on avait repéré un périscope ou un sous-marin quelque part, on lançait des bouées. C'était des bouées, on appelait ça un sonobuoy. C'était une bouée acoustique. En arrivant sur l'eau, un fil se déroulait avec un hydrophone. Elle avait une antenne, puis elle transmettait ce qu'elle attendait. Alors, on avait des bouées rouges, des jaunes, puis là, on lançait un pattern. Le navigateur disait au pilote, on lâche là, on lâche. Puis moi, ma job, c'était d'écouter. Écouter les bouées, écouter la rouge, écouter. Alors, j'écoutais, je n'entendais rien. Sur une, un petit bruit. Puis d'un coup, puis sur une autre, là, on entendait Donc, et quel était ce bruit? Oui, puis là, je disais au navigateur, le sous-marin se dirige vers la rouge. Bon, alors, puis aussitôt qu'on était rendu là, on lâchait une torpille acoustique. La torpille acoustique, sa job, c'était rudimentaire, mais c'était bon pareil. La torpille acoustique tournait en rond, en cercle concentrique, puis elle se rapprochait graduellement du sous-marin, puis elle y rentrait dans le cul. Parce qu'elle suivait le bruit de l'hélice. Ah, c'est l'hélice du sous-marin? J'écoutais aux radios. J'entendais le bruit de l'hélice de notre torpille. C'était une torpille avec un moteur électrique. Puis j'entendais une hélice qui ne faisait pas de bruit. J'entendais puis j'entendais tchou-tchou, tchou-tchou, tchou-tchou. Ça, c'était du sous-marin. Alors j'écoutais peut-être tout, on entendait le boum. Et puis, donc, on savait qu'on avait touché au sous-marin. À quelle profondeur le sous-marin pouvait être à ce moment-là? Il pouvait être, notre torpille mettrait une trentaine de pieds, 30-40 pieds. Puis, c'est parce que la torpille acoustique s'occupait pas, elle s'occupait de couvrir elle pouvait aller, plonger, monter, aller ses côtés. Elle suivait le sous-marin, exactement. Mais en concentrique, mais s'il était plus profond, elle descendait. Tout ça. Puis c'est comme ça qu'on réussissait là, à détruire les sous-marins. On prenait des photos, des débris, tout ça. Mais c'est des débris, ils pouvaient en lancer par leur torpille. Leur torpille était équipée de débris. De faux débris. Des faux débris pour donner, avec de l'huile, tout ça, puis pour donner l'impression qu'ils étaient à briser, à couler. Tu sais. Alors, d'autres, on faisait des farces. On disait, l'amirauté va nous créditer un sous-marin seulement si on y apporte la calotte du capitaine. Hein? Il était très, très sévère. Le jour de Noël 1944, on a attaqué un sous-marin et on l'a coulé. C'était un beau cadeau de Noël pour nous autres, pas pour les autres. Puis, on avait pris des photos, tout ça. L'amirauté nous a dit probablement coulé. On ne voulait pas confirmer à 100%. Ouais, c'est ça. Donc, quand la torpille arrive sur le sous-marin, on ne voit pas d'explosion. Le sous-marin est trop creux pour voir. On ne voit pas de bouillonnement. Il n'y a pas de projection d'eau. Non. Quand on lançait les charges de profondeur qui ne sont pas trop profondes, il se fait des bouillonnements, puis là, on ne voyait pas grand-chose. C'était une guerre. La guerre de l'Atlantique Nord, je dirais que ça aurait été une guerre silencieuse. C'est une guerre qui n'a pas de panache. Tu sais? C'était une guerre de patience, très patient, parce qu'on allait la mer, de l'eau, on envoyait, mais c'était rare de trouver les sous-marins. Alors, c'est une guerre pour ça que c'est une guerre qui est méconnue, c'est parce qu'elle n'avait pas de panache. Puis, par contre, comme je vous expliquais, c'était une guerre archi importante. C'est le lien vital entre les deux continents. Mais, c'est malheureux. C'est une guerre. Ils n'ont pas fait de film sur la guerre, sur ce genre de guerre-là.
Fait que, Les gens ont vécu beaucoup la guerre à travers les journaux, j'imagine, à ben, travers la radio. oui, mais c'est pareil, les journaux n'en parlaient pas. Il y a eu des navires coulés dans le détroit de Cabot, dans le golfe Saint-Laurent, mais c'était silence. C'était silence. Les Alliés ne parlaient pas des bateaux coulés. Et pourquoi Premièrement, pour pas que les Allemands le sachent. Puis deuxièmement, c'était pour le moral. Il y a eu des bateaux de coulés à peu près 200 000 du port d'Halifax. Puis à Halifax, ils n'ont jamais su. Hein? Ça fait que c'était une guerre d'usure, que j'appelle ça. Okay? Je reviens sur sur les endroits où vous avez été posté. Vous avez été posté d'abord en Nouvelle-Écosse, à Dartmouth? J'ai été posté en Nouvelle-Écosse, à Dartmouth. À Dartmouth, comme je vous ai dit, j'ai fait 500 heures de vol. Puis, après ça, j'ai été transféré à Sydney. Ce qui est arrivé, c'est qu'à Sydney, on était équipé avec de meilleurs avions. Quels étaient ces avions? Qui étaient plus rapides. C'était des Hudson. Le Hudson, c'était le fameux Lockheed Electra, qui était un avion de transport. D'ailleurs, c'était le premier avion de Air Canada, Lockheed Electra, après la guerre. Mais l'avion avait été modifié avec une tourelle soulevante pour le radar et une tourelle sur le dessus avec des mitrailleuses. Puis le nez de l'avion, il y avait une mitrailleuse aussi, puis c'était le coin du navigateur. Est-ce que vous pouvez me parler justement de l'équipage? Comment il y avait de personnes dans l'avion? Dans les avions, en général, ça jouait entre 5 et 6 personnes. Le pilote, le copilote, le navigateur, l'ingénieur pour s'occuper des contrôles, des réservoirs, ainsi de suite, et le télégraphiste, des fois 2 télégraphistes. Parce que par la suite, on a eu le radar, donc ça prenait un opérateur de radar et un télégraphiste. Ça fait que ça jouait à ça, 5-6 hommes. Donc 5-6 hommes, est-ce que vous étiez tous assis au même endroit dans l'avion? On était tous, oui, assis, oui. On a usé nos fesses. Moi, j'ai usé mes fesses dans l'aviation, parce qu'on était assis tout le temps. De temps en temps, on se levait pour se dégourdir, mais c'est long. 14 heures en avion, 12 heures en avion, c'est long. Donc une mission typique, c'était imaginez 12. quand vous partez, vous allez au Japon, vous savez que c'est fatigant. Fait que c'était long. C'était fatigant, mais on était jeunes. Puis les avions, c'était très bruyant. Hein, c'était pas isolé, ces avions-là, excepté les derniers. Le dernier, après, on parlait tantôt de cet avion-là, Sydney, mais par la suite, quand on a terminé l'escadrille 119, puis on est allé former l'escadrille 11 à Dartmouth. Là, on était équipé avec des Liberator, des B-24. Ça, c'est l'avion là, avec les queues doubles en arrière. Là. Bon. Ça, c'était avec cet avion-là qu'on était équipé avec des torpilles, puis des sonobuoys, puis tout ça. C'était la crème dans le temps. C'était un avion isolé, avec, en plus de ça, on avait des combinaisons, en s'habillant, on mettait une combinaison électrique, on était chauffé. En arrivant dans l'avion, on se pluguait, puis on avait de thermostat, puis on ajustait ça. Donc un peu de confort à la fin. Le rapide confort, puis avec comme dans les hôpitaux, là, avec des plateaux avec des repas de réchauffés, parfait. Donc le B-24 Liberator. C'était un bel avion, un bon avion. C'est en quelle année que vous avez eu cet avion-là? Ça a été l'avion efficace contre les sous-marins. Là, on était vraiment, l'aviation était vraiment équipée. Là, elle avait les outils pour combattre. Puis c'est en quelle année que vous avez eu cet avion-là? On a eu ça, c'est à la fin de 1944. Donc la guerre... la guerre se finissait. Malheureusement, la guerre finissait. Mais est-ce que les sous-marins étaient toujours actifs en 1944? Les sous-marins ont été actifs jusqu'en dernière minute, jusqu'à la signature du... Parce que puis même
des sous-marins qui ont désobéi à l'amiral Dönitz. Ils ont continué quand même à pirater. Tu sais, ça. Mais puis par après, vous savez qu'il y avait de la haute-gomme nazie qui est partie en sous-marin, s'en aller au Brésil ou au Venezuela, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est en 1945, ça. Ensemble, et, ils sont partis, ils sont sauvés. Pour tâcher de former encore une nouvelle Allemagne. Mais ça fait que ces sous-marins-là ont été actifs jusqu'à la fin de la guerre. Ils ont commencé à quel moment, les sous-marins? Les sous-marins ont commencé, dès le début de la guerre, les sous-marins ont commencé, ils ont même coulé, je pense qu'il y avait coulé un bateau de passagers américains, je pense. Ouais. Ça fait que ça a été une guerre longue et épuisante, hein, pour le moral de tout le monde. Est-ce que vous pouvez justement me parler du moral des équipages ou est-ce que vous... comment ça se vivait une journée? Nous autres, on a perdu des avions, notre escadrille, que ce soit celle de 119 ou surtout celle de 119, on a perdu des avions. Savez-vous notre plus grand ennemi? La glace. La glace? La glace. La glace se formait sur nos ailes. On avait il y avait de l'antiglace, mais ce n'était pas toujours efficace. Moi-même, on s'est envolé une fois en partant de Dartmouth. On est parti de Dartmouth en Liberator. On est parti de Dartmouth, puis on s'est envolé. Puis on nous avait dit, c'était l'hiver, il y avait de la brume, puis il tombait un genre de gris, en tout cas, un genre de grésil. Puis verglaçant. Là, on s'est envolé au-dessus d'Halifax. L'avion, la glace s'est formée sur l'avion. Donc pendant le vol, la glace... Pendant qu'on s'envolait, on s'est tenu en l'air avec la force des moteurs, les 4 moteurs. Les 4 moteurs ont pris feu. Puis là, on a lâché de la gasoline. Il fallait s'alléger. On a lâché de la gasoline pour commencer. Après ça, on a lâché nos bombes dans le bassin du port d'Halifax. Le pilote m'a dit, Gus, regarde, y a-tu des bateaux? Non, je dis, il n'y a rien, il n'y a pas de bateau dans le bassin. Fait que là, on a lâché les bombes. Le pilote, même nos torpilles, puis le pilote a demandé au navigateur, dit, il n'y a pas de problème, tout est tourneux, c'est safe. Est-ce que vous vous rappelez Mais par contre, puis moi, je voyais les explosions dans le port d'Halifax. Mais ça, cette fois-là, par ça, on a atterri d'urgence, ça. Puis ça a été, on a eu chaud, là, cette fois-là, c'était vraiment chaud. Je regardais le bombé ouvert, puis je voyais les sapins rouges, on flambait. Puis on a atterri, là, puis nous, ils ont envoyé tout de suite éteindre les feux, les pompiers étaient tous là. Puis on était content d'atterrir. Mais en arrivant à notre centre d'opération, on dit, vous ne dites pas un mot à personne, vous n'en parlez pas. C'est parce qu'il est arrivé, c'est que dans le journal le lendemain, ils ont dit, le port d'Halifax a été attaqué par les sous-marins. Puis ils ont dit, c'est bon pour la propagande. Alors ils disent, oubliez, parlez pas de votre aventure. Ça c'était la glace, l'ennemi de la glace. Notre autre ennemi, c'était aussi, on peut se perdre sur l'océan. Bon, une journée, on est parti dans la brume, même on est allé assez loin pour aller faire une patrouille. Puis les heures passaient. Je voyais de temps en temps le navigateur lâchait des fusées fumantes sur l'eau pour voir la vitesse et quelle direction le vent prenait. Puis au bout d'un certain temps, il nous dit, Dick, le pilote s'appelait Dick, il dit, je suis perdu, je ne sais plus où est-ce qu'on est. Fait qu'aussitôt, automatiquement, j'ai mis la procédure de recherche radio en branle. Alors, j'envoyais un signal, puis après ça, j'essayais de sélectionner. Puis là, ça permettait aux stations de bord. Dans ce temps-là, il y a un signal total de radio, sur les airs, de la silence totale sur les airs pour permettre aux gens de prendre des fixes, de prendre
du croisé, des signaux croisés pour nous situer. Alors, finalement, ils ont réussi à situer où on était. Puis là, ils ont demandé comment est-ce qu'il vous reste d'heures de vol. L'ingénieur nous dit, il nous reste 2 heures et quelques minutes. Tu sais. Puis, alors on transmet ça. Puis dès qu'après ça, ils nous disent, on vous dirige vers Bangor-Maine. L'aéroport est fermé à cause de la tempête, mais ils vous attendent. Ça fait qu'on a atterri à l'aéroport. Au bout de la piste, nos moteurs se sont éteints. On était rendus, on avait plus de gaz. Tata. Donc, c'était un arrivé. Alors, on peut se perdre, si vous montrez, on peut se perdre aussi. Qu'est-ce qu'on avait? Mais c'est parce que là, c'était du mauvais temps. On ne pouvait pas prendre de fixer les étoiles sur rien. On n'avait aucune mesure. Par contre, par la triangulation radio, on a réussi à se trouver. Donc, vous êtes au-dessus de l'océan, pas de montagne sur laquelle vous vous fiez. C'était difficile de retourner à la base quelquefois. Bien, un navigateur, c'est un job. Hein, il faut être bon en mathématiques, il faut être bon en observation. Puis en général, il faut être capable d'avoir ou le soleil ou les étoiles pour se situer. Puis s'il n'y en a pas, bien, c'est là que c'est dangereux. Donc, la guerre, vous l'avez vécue presque au complet. Vous êtes enrôlé en 40. Oui, je l'ai vécu au jour le jour, excepté que dans l'aviation, quand on partait en patrouille, on avait d'habitude au moins 48 heures de répit après, de repos. Tu sais? Fait que c'était, alors, le vol, le repos. L'été, c'était plaisant parce qu'on pouvait aller à la plage, tout ça. Mais, fait que c'était ça. Alors, c'était tout le temps, vous voyez par le nombre de vols que je n'ai pas niaisé. Ça a été fameux. Mais après le tour d'opération, c'est là qu'après ça, je ne pouvais plus voler. C'est pour ça qu'on m'a nommé officier en charge d'une station de radio à Penfield Ridge, dans le Nouveau-Brunswick, qui était une école, un OTU, Operational Training School. Puis, alors, on était 2 officiers en charge de la radio. Ça fait qu'on avait une vingtaine de télégraphistes, toutes des femmes. Puis, l'autre officier, il n'était pas fort pour faire de la rotation. Il dit, j'aimerais mieux travailler dans le jour. Bien, je dis, ça donne bien. Je dis, moi, j'aimerais mieux travailler la nuit. Je dis, moi, j'aime mieux le jour, j'aime mieux l'avoir libre. Ça fait j'étais de nuit. Je commençais à minuit jusqu'à 8 heures le matin. Ça fait que, par contre, la nuit, c'était tranquille. Il n'y avait pas d'avion en l'air. Ça fait que Mais j'ai fini la guerre là, à Penfield Ridge. Puis c'est là que j'ai eu ma libération. Après ça, on m'a envoyé à la Chine, qui était le centre de libération de l'aviation. Puis le 8 août, j'étais libéré. Le journée, c'était à Hiroshima, je pense, cette journée-là. Bon, fait que le journal, non, Hiroshima. J'ai fini avec Hiroshima. Pendant la guerre, est-ce que tout le monde croyait qu'on allait la gagner, cette guerre-là? L'aviation était optimiste. Nous autres, on était optimistes. Hein? Puis, vous avez vécu en Nouvelle-Écosse, vous avez, j'imagine, eu des contacts avec la population locale. Oui, j'ai eu des contacts avec la population locale, mais très peu, hein, très peu. D'abord, je couchais à la base, excepté Sydney, un bout de temps, j'ai vécu en dehors. J'ai loué une chambre d'officier. J'étais warrant officer first class, puis officier de première classe, sous-officier de première classe. Je ne sais pas comment vous appelez ça maintenant. Bon. Puis là, je pouvais vivre en dehors de la base. J'ai vécu un bout de temps en dehors de la base, mais je n'ai pas eu de contact tellement avec les gens. D'abord, Sydney, vous savez qu'à Sydney, c'était à Glace Bay, il y avait des raffineries, il y avait des mines, puis il y avait à Sydney, il y avait ça brûlait tout le temps, il y avait des raffineries, là, puis c'était une population ouvrière qui n'était pas tellement intéressée au contact avec les forces, que ce soit l'armée ou... fait qu'on n'a pas eu
j'ai pas eu de contact tellement avec la population civile. Puis à Penfield Ridge, pareil, je n'ai pas vu de cas. Alors, disons que on vivait dans un monde à part. Quand on est dans l'armée, l'aviation ou la marine, je pense qu'on vit dans un monde à part. Oui, c'est réellement un monde à part. Puis on ne se mêle pas beaucoup avec les civils. À quoi ressemblait une semaine? Vous dites que vous aviez une journée de vol. Oui. À quoi ressemblait cette journée-là? Une journée de libre, oui. On avait 48 heures de libre. L'été, ce qu'on faisait, on faisait de la plage. Notre équipage, on aimait ça faire de la plage. L'hiver, je jouais au tennis. Dans un hangar, on avait organisé des cours de tennis. Puis on jouait au tennis. Ça passait le temps. Donc, vous saviez à tous les 2 jours que vous aviez un vol à aller faire? Oui. Pardon, c'est parce qu'on était... N'oubliez pas, on avait l'opération, on avait aussi du stand-by. Ça veut dire qu'on passait la journée dans notre local d'équipage. Puis là, on lisait, puis on écoutait la radio, lire des revues. Puis on attendait un signal. D'un coup, un signal, le criard, ça partait. La sirène partait. Là, on partait tout, on avait tout notre équipement. On partait, puis on s'en allait. Disons, la fameuse bataille du Golfe. Parlons de la bataille du Golfe. Là, vous savez qu'il y a eu des bateaux de coulée dans le Golfe. Ce qui est arrivé, ça fatiguait les politiciens. Dans le temps, c'était Chubby Power qui était le ministre de l'Air. Puis, ils nous ont demandé de faire des patrouilles politiques. Ce qui veut dire qu'on a pris à Sydney, notre escadrille, le 119, a été divisée en 3. Une partie est restée à Sydney, une autre partie est allée à Montjoli, puis l'autre partie à Chatham. Moi, j'étais à Chatham. On avait 3-4 avions avec nous autres. Alors, à chaque fois qu'un sous-marin était localisé, des fois c'était un bio, des fois c'était un autre cas. À chaque fois qu'on recevait un téléphone, on partait sur l'équipe en stand-by, partait pour tout de suite voir ce qu'il en était. Ça fait que c'est ça. Les autres coups, c'était des missions. C'était affiché. C'est affiché, l'équipe de Bruno, là, on va à telle heure. Le Jeep venait nous chercher, puis on s'en allait au Operational Room, on avait les briefings. Là, ce que vous faites aujourd'hui, vous partez, vous allez rejoindre le convoi de tel numéro, puis situé approximativement à telle place. C'est comme ça, c'était les ordres de mission. Alors, on savait comme ça. Puis, fait qu'on était affiché. Fait que ça vous explique un peu. L'ordre de mission ou le stand-by. OK. Puis, sur la base, vous aviez de la nourriture, on vous nourrissait? Et qu'est-ce qu'on mangeait sur la base avant d'aller en mission? Est-ce que vous vous rappelez la nourriture? Je n'ai pas saisi votre question. Avant d'aller en mission, est-ce que vous vous rappelez la nourriture? Qu'est-ce qu'on mangeait? Dans le temps, c'était des sandwichs. Oubliez. On n'avait pas de cuisine à bord. C'est ni dans le Canso, ni dans le Lockheed Electra ou l'Hudson. On n'avait pas ça. On partait avec un lunch. On partait les cuisiniers nous avaient préparé des repas. Alors, si c'était 2 repas, on avait un lunch pour le déjeuner ou le dîner, puis un autre lunch. Fait que c'est comme ça. C'était souvent des sandwichs. On mangeait de même. La seule place où on a bien mangé, c'était dans les Liberator. Comme je vous ai dit, expliqué pourquoi. Il était équipé avec des traits chauffants. Le reste du temps, c'était de la sandwich. Ouais. Dans le temps de Noël, la sandwich à la dinde. Est-ce que vous pouvez me parler de l'équipement? Donc, qu'est-ce que vous aviez sur vous quand c'était le temps de partir en vol? D'abord, on avait toujours notre revolver. Hein? Ça faisait partie de l'équipement, de l'armement. Là. Comme équipement, on partait avec, bien habillé, des vestes de cuir doublées de laine, doublées de moutons. C'était des moutons renversés. Là. C'était ça, notre équipement, avec des pantalons doublés, là, parce que c'est froid en avion.
Ouais, on était habillés comme quelqu'un quand c'est l'hiver. Là, on était bien habillés. L'été, correct. L'été, mais même l'été, c'est froid en l'air. Ça fait que on se traînait un gilet quand même, tu sais. Est-ce que vous aviez un casque? On avait toujours un casque. OK. Un casque de cuir là, avec des appuis pour mes oreilles. Bon, comme télégraphiste, j'avais mes oreilles, mais tout le monde avait ça parce qu'on communiquait dans l'avion. Alors, tout le monde avait un casque avec les oreilles. Donc, Avec, pour communiquer dans on l'avion. communiquait. Oui, on avait l'intercom dans l'avion. Puis, des fois, dans les patrouilles, le pilote nous demandait Ah, Gus, ben, donne de la musique, va donc sur New York. Puis on mettait de la musique. Alors, tout le monde écoutait, tout en faisant notre patrouille. C'était une manière de se défouler. On mettait de la musique. Alors que mon pilote aimait ça avoir de la musique. Puis sa station favorite, c'était à New York. Est-ce que vous aviez une veste de sauvetage? On avait les vestes de sauvetage, oui, on avait des vestes là, qu'on soufflait en tirant, ça se mettait à grossir. On avait ça, c'était l'équipement de base, ça, parce qu'on volait sur l'eau. Fait qu'on avait ça. Comme équipement, c'était ça. Puis des gants? Avec des gants rembourrés. On avait des gants. Moi, j'avais des gants, puis il était coupé ces bouts, là, pour la clé, là, ça allait mieux. OK. J'avais coupé le bout des gants. Quelle sorte de bottes vous portiez dans ce temps-là? Je portais des bottes doublées. Je vous le dis, on était habillés comme si c'était en hiver. Hein? Il fallait ça parce que c'est froid. Tu sais, aussitôt que tu prenais en haut de 10 000 pieds, là, c'est pas chaud. Même en été, c'était froid? Même en été, c'est pas chaud. Non, je sais, ma première envolée, je n'étais pas habillé bien fort. J'étais en chemise, puis pourtant, c'était juste une envolée de 45 minutes, puis j'avais gelé au-dessus des chutes de Niagara. Ma première envolée de mission a duré 14 heures. Puis le plus gros, c'était 30-35 minutes de vol que j'avais trouvé ça long. Puis on était malade comme un chien, tout l'équipage, c'était rough. Je reviens un peu en arrière, c'est que voler là, à 1000 pieds d'altitude au-dessus de l'océan, c'est rough. On voyait les bateaux, on trouvait que les autres faisaient pitié, mais nous autres aussi, c'était rough pour nous autres, parce qu'on était complètement... C'était rough. On était comme dans un camion, dans une mauvaise route pleine de trous. Donc, il y a beaucoup de mouvements. C'est tout le temps. Il y a beaucoup de bruit. C'est arrivé une fois où tout l'équipage était malade. On était malade comme des chiens, on vomissait. Moi, j'avais passé la mission au complet à suçant des oranges. C'est une blague. C'était dur. C'est dur sur l'eau. Hein. L'Atlantique Nord, l'hiver, là, je te dis que c'est pas beau. Hein. Mais nous autres, c'était rough aussi. Avec ça vous donne une idée des conditions de vol. C'est parce que on ne pouvait pas voler plus haut que ça. Il fallait avoir le temps d'attaquer si on voyait un sous-marin. Alors, sous-marin, ça plonge vite. Hein? L'espace de 2-3 minutes, puis tu ne le vois plus. Donc, les sous-marins, les étiez sous-marins capable de vous voir? en catastrophe, ils disparaissent. J'en ai vu un disparaître sous mes yeux. Le pilote ne l'avait pas vu. Le copilote était fatigué puis il voulait aller pisser. J'avais pris sa place. J'étais assis à côté du pilote. Puis je te regarde. D'un coup, je vois un sous-marin en surface. Je donne un maudit coup de coude au pilote. Je dis, un sous-marin. Du coup, fait que le temps qu'il se tourne pour pouvoir voir, il n'y avait plus le temps. Je l'avais vu, je l'ai vu avec sa tourelle, je l'ai vu disparaître. Évidemment, on ne l'a pas coulé. On l'a attaqué, mais on ne l'a pas coulé. Est-ce que les sous-marins avaient des équipements pour vous détecter aussi, ou c'était seulement qu'avec les yeux? Chez nous, je ne sais pas s'il y avait il y avait certainement un genre de... Il n'était peut-être pas équipé pour ça. Parce qu'il se fiait, les autres, sur le périscope. Périscope,
le périscope, il voyait l'horizon. Donc, tu sais, il ne voyait pas l'air, mais il voyait l'horizon. Puis en tournant son rue, il pouvait voir s'il y avait un avion. Mais je pense qu'il n'était pas tellement équipé contre l'aviation. Non, il était équipé pour la mer. Il y avait un camion, ils avaient toujours un canon anti-avion sur le pont. Mais ils ont essayé en Méditerranée de se débattre. C'est un avion s'il était pris en surface, il y avait l'ordre de tirer sur le bateau. Mais le sous-marin, les roulis de tangage, ils n'ont jamais frappé un avion avec un sous-marin. C'était pas précis. C'était impossible. Pratiquement impossible. Tu n'aurais pas une chance. Fait que c'était ça. Il y avait ce camion-là. C'est pas ce camion-là, ce canon-là. Fait que c'était leur seule défense contre les bateaux ou contre s'ils étaient pris en surface. Vous, est-ce qu'on vous a attaqué? Est-ce que vous avez été Je n'ai attaqué? jamais été attaqué par un sous-marin. Non, jamais. Vous avez vécu des moments effrayants, comme vous avez dit, quand vous vous êtes perdu, quand vous avez eu des problèmes de glace sur... Oui, c'est des moyens effrayants. Ça a été contre la nature. La glace, se perdre, c'est stressant. La glace, c'est la même chose. Mais il y avait un autre ennemi qu'on ne connaissait pas dans le temps. On nous avait équipés avec des nouvelles charges de profondeur, avec un explosif super, ça s'appelait le RDX. Le RDX. Le RDX était nettement plus fort que la dynamite. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était un explosif instable. Alors, on perdait des avions. Pourtant, des bons pilotes, on dit comment ça se fait se perdre de l'été, par exemple? On perd un avion, qu'est-ce qui se passe? Moi, on dit c'est un bon pilote, ça. Puis, mais il y a un avion qui a explosé, je pense que c'est en Ontario, sur un tarmac. Il y a un avion qui a explosé, puis il était équipé avec des chars en RDX. C'est là qu'ils se sont aperçus que le RDX devenait liquide, puis il devenait extrêmement... C'était comme il pouvait exploser pour la moindre petite affaire. Le moindre choc. La moindre choc. Fait que c'est là, ils ont tout éliminé ça, puis on a attendu d'avoir des nouveaux explosifs. Donc vous avez volé avec du RDX? J'ai volé avec du RDX. Je savais que c'était du RDX, mais je ne savais pas qu'il était instable. Ouais. Ça fait nous autres, on n'a pas explosé. Bon. Est-ce que... En somme, c'était un danger inconnu dans le temps qui par après, a été découvert. Ça a été documenté par la suite. Oui, c'est ça. Vous avez passé plusieurs années de votre vie en Nouvelle-Écosse, à Dartmouth, à Sydney. Oui, j'ai eu le temps de faire des blondes, tout ça. Là. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? En Nouvelle-Écosse? Oui. J'ai aimé le Cap-Breton. Le Cap-Breton, j'ai même été visiter les ruines de Louisbourg. Dans le temps, c'était en ruine, c'était pas reconstruit. J'ai été visiter ça. Le Cabot Trail, c'est merveilleux. Le lac Brador, c'est très, très bien. J'ai aimé, à Sydney, j'ai aimé ça. Puis j'aimais aussi, c'est drôle, j'ai aimé aussi à Dartmouth. Puis à Dartmouth, ce que j'aimais, je trouvais qu'Halifax ressemblait un peu à Québec, avec la citadelle, tout ça. Puis les journées de congé, l'été, j'aimais ça aller me promener à Halifax, puis m'explorer un peu partout. Ça fait que... Après ça, ce que j'aimais à Halifax, on était 3-4 amateurs de bons vins puis de bons repas. On allait dîner au Scotia, là, qui était comme un château Frontenac là, à Halifax. On allait à l'hôtel Scotia. Puis on allait dîner là, on se payait la traite. C'est des choses. Alors, c'est des choses qu'on aimait, ça. Puis, est-ce qu'il y a des choses que vous aimiez moins de votre séjour? Le bon séjour, peut-être le temps, la pluie. C'était peut-être un climat pluvieux, hein, le climat maritime. Il pleuvait souvent. Tu sais. Puis à mon goût, je trouvais que c'était... Puis quand il pleuvait, on ne voyait pas non plus. Si la visibilité était nulle, c'était inutile de s'en aller faire des patrouilles.
Est-ce que vous aviez l'occasion de parler aux équipages, aux marins marchands? Est-ce que c'était possible d'avoir des contacts avec eux? Dans le temps, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai sorti avec une fille dans le temps de la marine marchande, mais on parlait pas on avait d'autres choses à parler. Fait que, ça, ouais, j'ai sorti D'autres avec sujets. quelqu'un. J'ai sorti, même, ouais, ça va être drôle. À Dartmouth, il y a un lac à Dartmouth, le lac Bannock qu'ils appellent. Puis l'été, là, une fois, j'étais parti avec elle, puis on avait loué un canot. Puis on prenait des photos. D'ailleurs, ma caméra, des petites photos carrées, ma caméra a coulé. J'ai perdu la caméra dans le lac. Lui disait, fais attention, on est en canot. Puis là, puis après, les beaux voiliers, puis bing. Première nouvelle qu'on a su, on était rendu au fond du lac. Vous avez chaviré. Tout habillé, là, avec nos costumes, les souliers, tout. La première chose que j'ai faite, j'ai ôté mes souliers, tu sais, puis remonté en surface. Puis on a été recueillis, des gens qui étaient sur le bord des chalets. Ils sont venus en canot, ils nous ont ramassés. Puis on s'est fait chauffer, puis le bonhomme m'a prêté des pantalons, m'a passé des souliers, puis la fille pareil. Puis, ce qui est curieux, ce bonhomme-là avait fait la guerre dans l'aviation en 14-18. Ah, vraiment? J'ai été reçu quelquefois. Vous avez eu un sujet de conversation avec lui. Là, puis il était épicier il y avait une épicerie. Mais je pense qu'il y avait une fille unique. Je pense qu'il voulait me voir épicier. Mais j'ai fini par slacker ça un peu. Je voulais pas. Tu sais, j'aimais ça à Halifax, puis Dartmouth, mais pas pour rester là le restant de mes jours. J'étais un petit Québécois. Hein? Fait que je restais pas. Est-ce que vous pouvez me parler des équipages? La langue de travail était l'anglais? Dans l'équipage, on parlait seulement qu'anglais. Parce qu'il n'y a personne qui savait le français. Fait que quand je suis revenu à la fin de la guerre, je cassais mon français. Ça veut dire que j'avais pas l'occasion de le parler. Vous étiez seul francophone? Ouais, puis tu sais, le personnel volant se mêlait pas tellement avec le personnel de terre, tu sais. On était une gang à part. Ils nous appelaient les Glamour Boys. Ça veut tout dire. Est-ce qu'il y avait d'autres francophones dans l'entourage? Il y en avait. J'en ai entrevu un qui venait de Québec, mais il n'a pas été plus jeune que moi, puis ça m'intéressait pas. Non, il y avait pas. Les seuls francophones que j'ai connus, c'est cette fille-là, qui était dans la marine, qui venait de Québec, elle aussi. À part de ça, j'ai pas eu l'occasion de fraterniser ben avec les francophones. Tu sais, mes amis, c'était des gars, c'était l'équipage, tu sais. J'avais un ami Joe Yo aussi. À fin de compte, il a fini par avoir un hôtel dans le bout de Old Orchard à Portland, Maine. Puis j'en avais un autre, McPherson, qui demeurait. Lui, il venait du Cap-Breton, puis il s'est suicidé. Puis j'en avais un autre, un nommé Conley, qui venait de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Lui, c'était un compagnon de chambre. Puis on était bien de chambre ensemble. Puis il m'avait présenté ses sœurs, mais il m'énervait. Fait que ça n'a pas bien marché. Mais lui, je l'ai revu après la guerre une fois. Il était venu à Saint-Anne-de-Beaupré avec sa femme. Puis il avait téléphoné à Québec. Il était à l'hôtel à Sainte-Foy. Il l'avait rencontré. Puis après ça, il a travaillé au fédéral comme inspecteur. Fait que, puis je l'ai su par après. Tu sais. Parce que j'ai connu... J'avais des compagnons. 4 compagnons à Guelph, parce qu'on était 4 par chambre, dans le cours de télégraphie. Là, on a reculé en arrière, là, parce qu'on parle d'amitié. Là. Alors là, j'avais des amis. On s'était connus à Québec, justement au Manning Dépôt. Puis après ça, lors de notre garde, là, à l'ancienne Lorette, on était les 4 là, pareil, la même chose. Puis on s'est revus
puis on était tous les quatre dans la même chambre à Guelph. Puis après ça, on s'est perdu de vue, savez-vous quand? Quand on est arrivé à Halifax pour prendre les bateaux, ce qui est arrivé, on était dans une baraque, là, puis on devait partir, embarquer le lendemain matin là, sur un convoi pour aller de l'autre bord. Le matin, il y a un gars qui est malade, il avait la rougeole, qu'ils nous ont mis en quarantaine. Tout à fait. J'ai perdu, il y avait ça une draft dans ce temps-là, j'ai perdu ce voyage-là. Puis sur l'entrefaite, ils ont décidé de former des escadrilles anti-sous-marines au Canada. Alors, ils ont demandé des volontaires, il n'y a personne qui voulait, on voulait tout aller de l'autre bord. Ils ont pris des gens par A, B, puis C. C'est l'armée, hein? C'est comme ça, hein? On va à l'ordre alphabétique. On va prendre A, B et C, puis vous autres avancez, puis on nous ont envoyé dans diverses escadrilles. Ça fait que c'est comme ça que je me suis échoué à Dartmouth. Donc, c'est grâce à votre nom de famille que vous avez fait ce... Oui, c'est tout après avoir fait mon training, c'est ça. Sinon, votre... Ouais, alors, ces amis-là, je les ai perdus de vue parce que les autres, ils ont embarqué dans la draft. Ils sont allés outre-mer, puis moi, je suis resté ici. Donc, on s'est revus après la guerre. J'en ai revu un après la guerre parce qu'il était de Québec. Ça fait que, puis, on s'est ramassés tous les deux après la guerre au fédéral. Tu vois. Non, c'est ça. Il dit, comment? Oui, je dis, l'International Ice Patrol, à la suite du naufrage du Titanic, il s'est formé de plusieurs nations. Ils ont formé l'International Ice Patrol. C'était pour surveiller le mouvement des glaces l'hiver, puis au printemps surtout. Puis, ces opérations-là ont cessé. Officiellement, ça a cessé avec la guerre, parce que la France faisait partie de ça, l'Italie, puis les États-Unis. Puis d'ailleurs, c'était les États-Unis qui avaient le contrôle de ça. Puis, j'ai fait des Ice Patrol. Je me souviens, une fois, je suis parti de Sydney, puis on est parti, puis on est monté le long des côtes du Labrador, puis pas notre pilote, notre navigateur prenait des photos des glaciers, puis il notait les positions des glaciers. Puis j'ai demandé au pilote, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on fait du Ice Patrol. Ça fait que ça veut dire que notre escadrille a eu des fois à faire à contrôler le mouvement des glaces. Et pour quelle raison? Puis officiellement, c'était arrêté, ça, avec la guerre. Donc, ça veut dire que ce soit la RCAF ou soit que ce soit l'Amirauté qui a demandé qu'on en fasse pour protéger les bateaux des glaciers. Fait que tout en faisant une patrouille, en même temps, on notait le mouvement des glaces. Donc, les glaciers. Le danger pouvait venir aussi. Puis on avait fait ça toute la journée, puis on avait atterri à Gander, qui était un nouvel aéroport. On a couché là, puis le lendemain, on est revenu à Sydney. Fait que c'est un petit détail que je mentionne dans mes remarques. Donc, le danger pour les bateaux, les convois, c'était aussi les glaces? Bien, c'était un danger pour eux autres aussi, parce qu'il y a des convois qui prenaient le nord, puis il y a eu l'aide à la Russie, hein, puis alors il y a des convois qui sont allés à Murmansk, puis ça fait que il était dans les glaces, ceux-là. Fait que j'ai fait ça une fois. Je me souviens qu'une fois, je l'ai fait. Je l'ai peut-être fait plusieurs fois. Je me souviens d'une fois parce que, par curiosité, je l'avais demandé au navigateur. Je dis, Tim, qu'est-ce que tu fais? Il dit, on fait du Ice Patrol. Fait que c'est ça. Donc, à chaque fois que vous passiez au-dessus, Ben quelques jours plus tard, les icebergs étaient... Alors, on a fait ça en 1942 à peu près. Là. C'était à Sydney, ça. Donc, je me souviens de ça. On était en Hudson. Vous m'avez parlé des convois. J'aimerais qu'on revienne un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez, les convois partaient de quel port habituellement? Oui, les convois partaient de New York. Les convois partaient d'Halifax. Puis il y avait des convois même qui partaient de Montréal. Mais ce n'était pas des gros convois, ça. De Montréal, c'était pas des gros. Les gros convois partaient de Halifax et de New York.
puis il y avait un point de rencontre, il avait fixé sur l'océan. Alors, nous autres, on connaissait le point de rencontre, évidemment. Qui était toujours mais, différent? Mais par contre, c'était très laborieux. Je pense que c'était le travail le plus laborieux, faire la jonction des convois. Parce que c'était impossible pour eux autres de le faire. Du haut des airs, on pouvait le faire parce qu'on voyait l'ensemble. On voyait l'ensemble des deux convois. Vous pouviez voir les bateaux approcher? Oui, puis on voyait les bateaux approcher, puis là, communiquer avec le commodore du convoi d'Halifax, commodore du convoi de New York, puis leur dire, vous êtes rendu à telle position, puis ainsi de suite. Puis travailler dessus. Alors, c'est un gros travail pour le navigateur, parce que lui, il fallait qu'il donne les positions tout le temps. Ça fait que c'était un travail laborieux et long. On peut passer des heures là, à travailler sur ça. Surtout, on l'a fait avec les cansos, parce que les cansos avaient une endurance épouvantable, comme longueur d'or, puis d'heures. Ça fait que c'est un travail qu'on a fait, même un travail laborieux, fatigant, parce qu'il fallait travailler avec la lampe, que je vous expliquais avec la lampe Aldis. Là, vous savez, le canso avec ses grandes ailes passait son temps à nous couper la vue, parce qu'il tournait en rond, puis alors, la bulbe, on prenait la bulbe de gauche, puis on communiquait, mais il y avait l'aile de gauche aussi. C'était très laborieux, très long. C'était fatigant. Donc, les bateaux se rassemblaient? Ils se rassemblaient, puis on finissait par les rassembler. Puis c'était un job épouvantable. Ça, c'était plate. Ça prenait des heures? Mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce que les convois, ça ne peut pas être désordonné. Il faut que le convoi soit bien enligné, 1 mille de distance, chaque bateau. Pourquoi c'était important que les bateaux soient si bien enlignés? C'était important, je pense, qu'au point de vue d'efficacité. Puis après ça, c'est que peut-être aussi, au point de vue de sécurité, c'est que si tous les bateaux étaient s'espacer, il y avait une chance que six marins isolés pourraient faire moins de ravages qu'une meute. Quelle sorte de bateaux qu'il y avait? Est-ce que vous savez ce que les bateaux transportaient? Les bateaux avaient des escortes, hein? Il y avait des corvettes, puis il y avait des destroyers. C'était les convois étaient escortés avec des corvettes, puis des destroyers sur le devant, puis des corvettes qui se promenaient autour, puis ils cherchaient les sous-marins avec le sonar. Hein. Puis la manière que les bateaux étaient placés dans le convoi, est-ce qu'il y avait un ordre précis pour certains bateaux? Je crois que oui. Je crois que les bateaux transportant les explosifs étaient en dernier puis étaient loin. Ils étaient les derniers. Parce que c'était très. Imaginez-vous un bateau d'explosifs ou rempli de pétrole en plein milieu du convoi. Mais nous autres, on a vu un convoi en feu avec des feux d'artifice. Les explosifs sautaient, les pétroles brûlaient. Mais ils étaient. L'ordre précis, c'est ça. La marchandise, tout ça, c'était ensemble. Puis les choses dangereuses étaient en dehors, à la périphérie du convoi. Et puis, c'était l'ordre général du convoi. Donc, on a parlé des convois, on n'a pas parlé des bateaux de troupes, hein? Non. Bon, là, c'est un autre point. Est-ce qu'on a fini avec les convois, là? On peut continuer. Bon, correct. Alors, donc, vous avez aussi les bateaux de troupes. Les bateaux de troupes, l'Impressa Britain, le SS America, puis l'Express of Australia, en tout cas, tous ces paquebots. Puis le Bremen, l'ancien bateau qui avait été saisi d'Allemagne, c'était des bateaux qui ont servi, les paquebots servaient strictement au transport de troupes. Puis avec des chargés, là, des 20-25 000 hommes dans ça, là, ça couchait tout dans les hamacs. Bon, le paquebot n'était pas escorté. Le paquebot partait tout seul sur l'océan. Il partait d'Halifax ou de New York, tout seul, en se fiant d'abord de sa vitesse. Les paquebots, en général, filaient avec 30 nœuds, 35 nœuds, 40. Donc, il était beaucoup plus vite qu'un sous-marin, plus vite qu'une torpille. Il se fiait sur ça
ensemble sur la chance de ne pas être repérés. Mais ils étaient protégés. L'aviation avait formé ce qu'on appelle l'opération Parasol, c'est-à-dire que chaque paquebot était escorté continuellement. Ce qui veut dire que si l'avion partait de Dartmouth. Au bout de 2 heures, un autre avion partait. Au bout de 2 heures, un autre avion partait. Puis, on se relayait au-dessus du paquebot. On faisait des patrouilles d'une vingtaine, 25, 30, 50 km autour. Puis, on le surveillait. On restait avec 2 heures ou 3 heures, tout dépendait de l'éloignement. Alors, on restait. Aussitôt on était relevé par un autre avion, on s'en retournait à la base. Et ainsi de suite. Donc, le bateau était protégé, le paquebot était protégé jusqu'à la ligne de nowhere, là, à l'océan. Là, il était repris par l'AAF du côté anglais. Donc, vos avions ne vous permettaient pas d'escorter jusqu'en Europe? Non, on ne pouvait pas. On appelait ça le point de non-retour. Au milieu de l'océan, on appelait ça le point de non-retour, c'est-à-dire que si on passait le point de non-retour, il fallait continuer en Europe et atterrir en Angleterre, ce que les Anglais n'aimaient pas, parce qu'on prenait leur fuel pour revenir. Donc, on était bien avertis. Rendu au point de non-retour, tu t'en reviens. Tu ne continues pas l'autre bord. Est-ce que vous savez, ça correspond environ à où maintenant? C'était à peu près au milieu de l'océan, le point de non-retour. Okay. Bon. Ça fait qu'on escortait ces bateaux-là, puis rendu au point de non-retour, c'était la job de l'ARF de continuer. Mais des bateaux étaient escortés jour et nuit. C'était toute une opération, donc, ça. Les paquebots, l'opération Parasol, c'était jour et nuit? Oui, l'opération. Mais l'opération Parasol, on avait quelques pépins aussi avec ça. Parce qu'il y a des jours, il faut vous donner un exemple. La journée où on a eu le problème de glace, on était sur une opération Parasol. Donc, ce qui veut dire que là, tout a été foqué, parce que nous autres, on est revenu sur la base, on a pris un autre avion, on a changé d'avion, on a eu un autre avion, puis on s'est rendu au bout du runway, on a eu des pépins, de magnéto, en tout cas, ça ne marchait plus. Ça fait que là, le pilote était super dessus. Il dit, moi, il dit, jamais 203. Il dit, on avorte. Là, ce qui veut dire que l'autre qui était en escorte, au bout de 2 heures, il a sacré son camp, puis il y a eu un tour. 2 heures de temps, là, il y a eu un bateau qui était tout seul. Mais il n'a pas été attaqué. Parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas eu un bateau de troupes coulé durant toute la guerre. C'est un exploit. C'était parce que c'était quasiment c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu cherchais un paquebot, il aurait fallu une chance inouïe pour qu'un sous-marin arrive face à face avec ça. Et puis même s'il avait été localisé, il n'y aurait pas eu le temps de l'attaquer parce que l'autre était trop vite, puis ses torpilles ne seraient pas rendus sur le bateau. Okay. Fait que ils ont joué sur ça. C'était joué avec la chance, si tu veux, mais ils se fiaient sur ça, sur cette opération-là. Donc vous dites je pense que ça n'a pas été parlé beaucoup de cette opération-là. Je pense qu'il y a très peu de gens, à part quelques militaires, qui savent que les paquebots ont été protégés avec un parasol aérien. Vous dites que les bateaux de troupes pouvaient se déplacer à environ 30-35 nœuds? Oui, c'était tout des bateaux. Les paquebots étaient très rapides. L'Empress of Britain, c'était un bateau qui avait gagné un ruban avant-guerre de vitesse. C'était des bateaux très rapides. À quelle vitesse? Comme le Bremen, qui était la fierté de l'Allemagne, pareil, c'était un bateau très rapide. À quelle vitesse pouvait aller un convoi? Vous dites que les bateaux... les convois, ça n'allait pas vite. Un convoi, ça allait, en général, le Commodore établissait ça sur la moyenne des bateaux les plus lents. Ça fait que... Alors, il fixait une vitesse
pour que tous les bateaux puissent se tenir ensemble. Donc, c'était pas vite. Je pense que c'était 10 nœuds, 12 nœuds. C'était très lent. Ça faisait des longues traversées. Donc, vous avez dit que les avions, vos avions ne pouvaient pas escorter jusque... Non. Est-ce qu'il y avait une zone dans l'océan où c'était impossible d'avoir d'escorte pour les convois? Non, parce que passer le retour, c'était l'ARF qui faisait ça. Il y avait des avions, eux autres, il y avait des de Havilland, des hydravions de Havilland. Je pense qu'il y en avait 4. Puis ils servaient de ça pour justement rejoindre, faire le parasol. Pendant toute la durée de la guerre ou seulement qu'une certaine... Oui, ça s'est fait durant la... Je ne sais pas si ça s'est fait durant toute la guerre, mais je vous parle de ce que je sais. Je sais que nous, on a fait ces opérations-là. Avec les Liberators, là, on a fait ça. On ne l'a pas fait avec des avions, des Hudson, ça ne volait pas assez longtemps. À quel endroit les convois se dirigeaient en Europe? Et les convois se dirigeaient en général vers d'abord, le convoi, il voyageait en zigzag. Donc, un convoi n'allait jamais en ligne droite. Pour quelle Le raison? Commodore, il pouvait s'en aller vers le sud, puis après ça, revenir, puis après changer de direction, puis monter vers le nord. C'est en zigzag. C'est pour ça que c'était si difficile de les trouver. C'est parce qu'on ne savait jamais au juste dans quelle position ils pouvaient être. On avait approximativement la position, parce que quand les avions revenaient à la base, là, ils nous informaient à l'Operation Room. Là, on a laissé le convoi. Quand on l'a laissé, il était rendu à telle position. Alors, ça nous donnait un point approximatif. Puis, ils ne s'enlignaient pas en ligne droite. Non, après jamais. ça, ils pouvaient changer de direction. Ils changeaient de direction constamment. OK. Ça vous donne la tactique du convoi. Puis est-ce que c'était Zigzag. Est-ce que c'était efficace, ce zigzag-là? Oui, c'est efficace. C'est efficace parce que si un sous-marin avait localisé le convoi, puis il attendait la nuit, lui, pour envoyer des signaux. Le sous-marin montait en surface la nuit, puis il communiquait avec l'amirauté allemande pour donner qu'il avait localisé un convoi à telle place. Mais le convoi, lui, il ne va pas en ligne droite. Alors, le capitaine ne pouvait pas dire à quel endroit il pouvait être. Parce que c'était pas une ligne droite? Oui, c'était en ligne. Le Commodore ne changeait pas constamment de direction. C'était une manière pour lui d'esquiver les attaques. Même si le voyage est plus long comme ça prenait plus de temps? Oui. C'était plus sécuritaire? Il n'y avait pas, c'était pas, disons, 50 ou 100 km telle direction, puis 100 km telle direction. Il changeait ça selon son goût. Il n'y avait pas de modèle? Non, il n'y avait pas de modèle. OK. Mais jamais en ligne droite. Ça, c'est une chose certaine. Officiel, jamais en ligne droite. Sans ça, ça aurait été facile de localiser un convoi si un sous-marin, par hasard, avait vu un convoi. Vers quel port on s'en allait en Europe? Est-ce que c'est toujours le même port? Les ports libres, les ports libres en New York, il arrêtait, il se rendait soit un port en Écosse ou un port près de Londres. Là. Ça fait que... Mais par contre, je sais de quel port il partait. OK. Là-bas, ça dépendait de bien des choses. Des bombardements, parce que les ports étaient bombardés de l'autre côté. Ça fait que selon la disponibilité des ports. Ça peut être Southampton, tu sais. En général, c'était Southampton. Ouais. Et puis, il y avait aussi une autre route vers la Russie, vous dites? Ah oui, la route de Russie, je ne la connais pas, mais apparemment, elle était très, très dangereuse. Elle était attaquée constamment. C'est parce que c'était facile pour l'aviation allemande d'intercepter ces convois-là. Parce qu'ils passaient près de l'Allemagne, ils passaient près des Heligoland, puis toutes ces places-là. Fait que c'était facile.
Tout à l'heure, vous avez parlé du tour opérationnel. Oui. En Le quoi tour ça consiste? un tour opérationnel, c'est un tour de 1000 heures. Un tour de 1000 heures. Puis au bout de 1000 heures, ils nous appelaient ça, on était groundés. Ça veut dire qu'on était mis à terre. Ils ne nous permettaient pas de continuer de faire un autre tour. Mais à 1000 heures, alors automatiquement, ils te mettent en repos. J'étais peut-être 3 semaines là, à rien faire. Là. J'attendais ma nouvelle assignation. Puis une journée, ça a apparu. Bruno, tu t'en vas à Penfield Ridge. Tu te présentes telle journée, puis tu te transfères à Penfield Ridge. Puis là, c'était une opération à terre. Parce que j'avais fait, j'avais dépassé de 200 heures, mon tour. Donc, à Mais avant qu'il se réveille puis s'aperçoive que j'avais fait mon tour, j'ai eu le temps d'en faire encore 200. Ou vous étiez assez bon, on voulait vous garder un peu plus longtemps. Ouais, ça doit être ça. À Penfield Ridge, au Nouveau-Brunswick, ça? Pardon? À Penfield Ridge, c'est Nouveau-Brunswick? À quel? Le Penfield Ridge, quand vous avez Penfield Ridge, c'est situé entre Saint John et Saint Andrews, dans la baie de Fundy. Alors, c'est à tout près de la baie de Fundy, le Penfield Ridge. C'est une station d'entraînement, c'est Operational Training School. Okay. Ça veut dire que les gens apprenaient à travailler, faire des opérations, tout ça. Est-ce que vous vous rappelez à quelle année vous êtes allé à Penfield Ridge? 45. En 1945. 45. Donc, la guerre était déjà... La guerre finit au mois d'août. Hein. Fait que j'ai fini la guerre à terre comme officier de station de radio. Ouais, ça fait que je me souviens quand j'étais à Penfield Ridge quand la guerre a fini en Europe. Puis on a fêté, nous autres, on a fêté ça à notre station, mais il y avait eu, le lendemain, il y a eu des émeutes à Halifax, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous ne vous souvenez pas de ça, vous êtes trop jeune. Mais ce qui est arrivé, le jour de la victoire, ils ont fêté ça à Halifax. Les matelots, puis l'armée, puis la marine, ils ont fêté ça en se défoulant. Ils ont cassé toutes les vitrines sur la rue principale. Ça a fait que le lendemain, dans le journal, les bandes de ce scandale, nous autres, on dit, une chance, on n'était pas dans ça. L'aviation avait été... ceux qui étaient à Dartmouth avaient été CB, ils n'avaient pas eu le droit de sortir. Puis nous autres, on était loin de ça. Ça fait que, mais ça s'est défoulé. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez célébré, comment vous avez vécu cette fin de guerre? Célébrer ça, nous autres, bien évidemment, nos artificiers ont fait un feu d'artifice. C'était pas les explosifs qui manquaient. On est tous sortis dehors à minuit. On a fait une soirée de danse. Puis après ça, à minuit, on a fait un feu d'artifice devant les hangars. Puis, fait que c'est comme ça qu'on a fêté ça. Avez-vous fait une soirée de danse juste moi, je ne prenais pas de boisson, à part de prendre peut-être un peu de rhum, tout ça. Je n'avais pas de bière, fait que j'avais pris un peu de rhum and coke, puis ça avait fêté pas mal raide. Est-ce que c'était une soirée de danse avec la population de Penfield Ridge? Non. La Penfield Ridge, on était en dehors de tout. On était dans la nature. L'aéroport était loin. Il n'était pas dans Penfield Ridge, dans le village même. On était en dehors complètement. Comme d'ailleurs à Sydney, c'était la même chose. À Sydney, l'aéroport se trouvait entre Sydney et Glace Bay. Puis il était desservi par une ligne de tramway. Ça fait qu'on peut aller soit à Glace Bay, soit il arrêtait, en plein, il y avait une station qui arrêtait juste à la station même de Sydney. Est-ce qu'il y avait, vous avez parlé tout à l'heure à Penfield Ridge, il y avait des femmes qui travaillaient là-bas, qui étaient en... À Penfield Ridge, c'était une station. Bon, on avait des femmes de l'aviation, ça, qui étaient toutes télégraphistes, puis télétype et télégraphistes. Hein, que ça travaillait là. D'ailleurs, c'est quand on s'était perdu, là, puis que j'avais ramené, je dis, c'est vraiment à cause de moi, je peux dire, j'avais ramené l'avion par radiotriangulation,
Quand le pilote, tout ce qu'il me dit en arrivant, une bonne tape dans le dos, good show, gosse, damn good show, gosse. Mais le lendemain, quand je suis allé voir les filles, là, les autres, ils m'ont reçu, ils ont dit, hey, ça a été un beau spectacle. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'à Penfield Ridge, là, ce que je vous parle, c'était les stations de Sydney, ça, là. Mais là, la station de Penfield Ridge, on était à peu près une vingtaine de télégraphistes. Puis ça travaillait par shift, hein? Ça fait que ça travaillait jour et nuit. C'était seulement des femmes qui faisaient ça? Juste des femmes. J'avais juste des femmes comme employées. Ouais, ça fait que j'avais un harem. Est-ce qu'elles travaillaient bien, ces femmes-là? Pardon? Les femmes travaillaient bien? Oui, les femmes travaillaient. C'était toutes compétentes. C'était des bonnes télégraphistes. C'était compétentes. Mais était compétente et dans la télégraphie et dans le télétype. Parce que dans le temps, on communiqué par télétype. Je reviens un petit peu à votre service. Pendant votre service, vous avez été loin de la maison pendant plusieurs années. Vous avez sûrement manqué des occasions spéciales, des anniversaires, des choses comme ça, des fêtes. Quand j'étais en congé, un congé assez long, des vacances, je venais à Québec. En général, je venais à Québec. J'ai été une fois en vacances à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. C'est parce que Connolly m'avait présenté ses sœurs. Mais ça n'a pas cliqué. Tu sais. Mais en général, je venais à Québec. À Québec, je correspondais avec une femme. Puis, j'étais motivé pour venir à Québec. Fait que je venais passer des vacances à Québec. Est-ce que vous avez passé des occasions spéciales? J'ai très peu passé de vacances en Nouvelle-Écosse, à part des excursions, comme à la Louisbourg, tout ça. Mais on était des amis, puis on aimait ça faire visiter de même. Là, vous reveniez en train à Québec? Hein? Est-ce que c'était en train quand c'était vos à vacances? Québec, je venais à Québec. Mais j'étais chanceux. C'est que souvent, je prenais l'avion, comme on avait une base temporaire à Montjoli, si je vous parlais de ça, alors, ils venaient me reconduire en avion jusqu'à Montjoli. Puis à Montjoli, je prenais l'océan limité pour m'en venir à Québec. Ça coupait le voyage. Tout à l'heure, vous avez parlé de Noël 1944. Oui, Noël 1944, c'est parce qu'on a coulé un sous-marin. Ça a été une fête, ça. On a fêté. En revenant, on a fait une grosse fête. On fêtait ça aux messes. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Cette journée-là, comment ça s'est passé? Le fait de partir en mission le jour de Noël? Puis, Oui, partir en mission le jour de Noël, puis on avait fait un spécial dans les sandwichs à la dinde. Puis c'était, je pense que c'était dans le courant de l'après-midi qu'on a vu ce fameux sous-marin. Mais puis on est revenu à la base à la fin de la journée, vers 7h, 8h le soir. Là. Puis c'est là qu'on a fêté. Là, on est arrivé avec nos photos, là, avec des débris, puis tout ça. Puis on dit, probablement coulé. Hein, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on a fêté. C'était dans le Golfe, c'était dans l'océan. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle région de l'océan? On a fêté à la base. Oui, mais le sous-marin, à quel endroit? C'était je pense qu'on va avoir 300-400 000 des côtes sur l'eau. Je ne me souviens plus au juste exactement où. Est-ce qu'il y a Nous autres, sur notre chemin, on passait souvent par-dessus des îles au sable. Puis on voyait les chevaux courir, tout ça. C'était sur notre chemin pour aller en patrouille. Donc, quand vous reveniez, vous voyez l'île, ça vous disait vous approchiez des côtes. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de certaines anecdotes que vous aimeriez raconter? Non, j'en ai pas. À part de ce que je vous ai conté, là, je ne vois pas. Je me rappelle pas tellement là, des anecdotes. Là. Il y en a une couple qui ne sont pas comptables, fait qu'on va laisser faire. Ils ne sont pas comptables. On va vous laisser ça. Ouais. Donc, quand la guerre a fini, est-ce que vous êtes revenu à Québec? Oui. Quand je suis revenu d'abord à la Chine, qui était le centre de libération. De la Chine, j'ai
j'ai hésité un petit peu. Je restais à Montréal ou je m'en vais à Vancouver. J'hésitais parce que j'avais un ami photographe, qui était notre photographe à la base, puis il demeurait à Vancouver. Il dit, viens là à Vancouver, c'est une belle ville. Mais j'hésitais. Tu sais. D'abord, j'avais la blonde à Québec, là. Puis, fait que j'ai hésité. Puis, fait que j'ai décidé de m'en revenir à Québec. À la belle libération, au mois d'août, là, après ça, je me suis revenu à Québec, pris le train, puis je suis revenu à Québec. Puis à Québec, ça a été la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller au centre d'emploi. Puis, on parle du 8 août, là, dans la semaine suivante, là, je vais au centre de recrutement du fédéral. Qu'est-ce que je rencontre là? Un gars, un ancien de l'aviation, il était squadron leader, puis c'était lui qui était le directeur de l'office d'emploi du fédéral. Fait qu'il dit, Gus, il dit, viens donc, il dit, je vais t'envoyer à l'assurance chômage. Il dit, c'est un nouveau service, les chances de promotion sont bonnes. Il dit, ça devrait te convenir. Ça fait que le 20, je commençais à travailler. C'était ma vacance, j'avais un mois de vacances. J'ai arrêté le 8, le 20, je commençais à travailler. Donc, vous n'avez pas eu votre mois. Ça a été court, hein? Fait que tout de suite, j'ai travaillé 17 ans au fédéral. Après ça, je voulais être en relation de travail. Fait que j'étais au provincial, puis là, je suis rentré en relation de travail, m'occuper des luttes intersyndicales, des accréditations syndicales. Ça du mouvement du monde, j'en voyais. C'était intéressant. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler de Hey, je vais dire, c'est effrayant. Ma femme disait, toi, Gus Bruno, tu n'as jamais fait de la misère. Tu voulais être dans l'aviation, tu as été dans l'aviation. Tu voulais voyager. Il dit, après ça, tu voyageais à travers partout. Là. J'ai tout un travail qui était intéressant. J'avais pas l'impression de travailler. J'ai rencontré toujours du nouveau monde à chaque fois. Des patrons, des avocats. Fait que j'ai fait une vie intéressante. Ouais. Quand vous pensez parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre carrière militaire, quand vous pensez à ces sacrifices-là, est-ce que vous referiez la même chose si c'était à recommencer? Je pense que oui. Je pense que je vais être jeune, avoir l'esprit d'aventure. Bien, j'ai toujours eu l'esprit d'aventure parce que j'ai toujours voulu voyager. Puis j'ai voyagé à part de ça. À ma retraite, j'ai voyagé, j'étais en Europe, ma femme est allée à Hawaï, on est allé en Italie, on est allé en Espagne, au Portugal, en Suisse. Puis le plus beau pays, pour vous dire, c'est l'Italie du Sud. C'est le plus beau pays, je pense, en Europe à visiter. Vous aimez le vin? La Méditerranée, le bleu intense, le ciel bleu intense, c'est très beau. La côte almafitaine, c'est super. J'ai voyagé on a voyagé de façon extensive. On allait aussi passer des hivers 10 semaines en Floride, mais c'était niaiseux en Floride. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans un centre d'achat quand tu veux te distraire? Je sais pas, il n'y a pas. Tandis que j'ai passé l'hiver en Espagne, là c'était intéressant. J'étais à Gibraltar, Séville, Grenade, on visitait. C'est l'idéal. Puis je dis aux gens, si vous avez l'occasion de voyagez tant que vous pouvez, parce qu'il va venir un temps où vous ne pourrez plus. Fait que même si tu as de l'argent, tu n'es plus capable de voyager, ça finit là. Donc, petit garçon, vous rêviez d'aller dans l'aviation? J'ai toujours eu cet esprit d'aventure. Puis je pense bien que si à recommencer, je ferais la même chose. Quand vous pensez au service que vous avez rendu pour votre pays, est-ce que vous... Quand je me suis enrôlé, c'était par esprit d'aventure, puis de vouloir réaliser le rêve de ma vie, qui était l'aviation. C'était ça. C'était mon but dans le roulement, c'était ça. C'était pas, là, on ne vous ferait pas de la broue, là, que c'était la défense, c'était la destruction de Hitler, la défense de ça. Non, c'était l'aventure. Partir à l'aventure. Bien, en rétrospective, vous êtes fier du service quand même que vous avez fait? Ben oui. J'ai servi mon pays, mais
salon, en somme, j'ai choisi le service. Moi, j'ai servi dans la RCAF, c'est parce que c'est là que je voulais servir. Fait que j'ai servi, j'ai pas été conscrit ou assez. Alors, j'avais pas, je ne pouvais pas être conscrit, il fallait avoir 21 ans pour être conscrit. Ça fait que c'était l'esprit d'aventure puis de réaliser un rêve. Fait que c'est ça, ça a été le but. C'est pour ça que je me suis enrôlé. Si vous aviez l'occasion de parler à des jeunes dans les écoles, Ouais. est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire par rapport à votre service? Ouais, je sais pas. C'est difficile parce que c'est plus la même mentalité. Hein? Aujourd'hui, les jeunes ont, bon, ils pensent plus comme on pouvait penser nous autres, puis ils ont d'autres distractions. Tu sais? Il y a l'ordinateur, il y a le téléphone cellulaire, il y a en tout cas, mettez-en. Tu sais? Fait que c'est plus, on n'est plus, je pense que ça sera difficile, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Tu sais? Ça sera très difficile. Le 11 novembre de chaque année, Oui. c'est le jour du souvenir. Ben oui. Comment vous vivez le jour du souvenir, M. Bruno? Je me souviens, mais je pense à toutes les victimes de l'Atlantique. Tu sais. Je pense à ça, c'est ça que je pense. D'ailleurs, quand on a fait ici, j'ai rencontré les gars de l'armée le 11 novembre, là, puis on a jasé, justement, j'étais à la table d'honneur, puis on a parlé de ça, justement, puis j'ai dit, c'est juste ça que je me rappelle de ça. Tu sais, je ne peux pas faire la jonction, tu sais, les sacrifices que les gars de l'armée ont faits, puis ce que je vois, c'est le côté maritime, tu sais. C'est ça qui me fait souvenir. Le souvenir, pour moi, c'est l'Atlantique Nord. Hein? C'est pas l'Europe. Je n'ai pas participé à la guerre d'Europe. Avez-vous perdu des camarades proches? Oui. Vous avez vu des marins, vous avez parlé des marins marchands tout à l'heure, oui. qui ont péri en mer. Ben oui. Tu sais, j'ai été, et au mois d'avril, j'étais à l'hôpital, puis mon voisin de chambre, c'était justement un gars de la marine marchande. Puis on s'est mis à côté, puis fait que lui, puis il m'expliquait justement la misère, puis comment c'était dur. Tu sais. C'était la première fois là, que je voyais le témoignage d'un marin. Tu sais. Puis par la suite, lui, il a continué à faire des voyages. Il était capitaine de long cours, tu sais, il était partout. Il était en Argentine, il était un peu partout dans le monde. J'ai dit, t'es chanceux, t'as vu du pays. Ouais. Mais il dit, le temps de la guerre, ça a été rough. Tu sais. Ah. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter, M. Bruno, par rapport à l'entretien qu'on a eu? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas touchés que vous aimeriez parler? On a pas mal, je pense qu'on a pas mal fait le tour fait le tour d'une guerre spéciale. Hein? L'Atlantique Nord, c'est spécial. On peut l'appeler la bataille de l'Atlantique Nord. Puis, il y a eu beaucoup on parle d'Europe, de Rommel, on parle des généraux, puis des Patton, puis c'est l'éclat, hein, des victoires éclatantes. Mais en l'Atlantique Nord, il n'y a pas de victoire éclatante. C'est de la routine. C'était de la routine, mais une routine indispensable. Comme vous avez dit, une guerre silencieuse. Une guerre silencieuse, puis c'était la colonne vertébrale de la communication. Mais par contre, c'est pas populaire. C'est pas une chose qu'on parle, qu'on entend parler. Vous avez participé à maintenir ce lien vital. Bien, ce lien vital, c'est ça. Entre l'Amérique et l'Europe en guerre. Justement. Avec la marine, la marine marchande qui a travaillé à maintenir ces lignes-là, parce que les autres, ils y ont goûté. Nous autres, au moins, on venait à la base pour se coucher, puis il n'y avait pas de roulis de tangage. Les autres, c'est dur, le marin. Ça n'arrête pas. Tandis que nous autres, ça arrêtait au moins. Il y avait un arrêt. Je pense que ces hommes-là ont vécu des conditions pénibles.
Nous autres, c'était juste dur, le temps là, qu'on volait, là, en ce sens, c'était rough, tout ça. Mais on revenait dans une base, on revenait chez nous. Tu sais. Fait que c'est différent. Mais vous avez vécu vos propres difficultés, vous avez vécu vos propres moments où vous avez eu peur, Ouais. et puis vous avez permis de maintenir ce lien vital-là. Bien, Donc, c'est ça. votre service a rendu Oui, c'est ça. Ça a été le service qu'on a rendu à la couronne. C'est ça. De maintenir ce lien vital. Ensemble, c'était ça. Le rôle de l'Atlantique Nord, de cette bataille-là, c'était de maintenir un lien vital coûte que coûte. C'est ça. Alors, M. Bruno, vous Oui. nous avez livré un témoignage extraordinaire. Oui. On va pouvoir garder ces souvenirs-là. Et Oui. puis, en mon nom personnel, puis Hein? au nom d'Anciens combattants Canada, je veux vous remercier. Oui. pour, Puis j'en profite pour vous remettre un document d'une 19 pages qui résume un peu plus tout ce que j'ai fait. Alors, pour votre service, M. Bruno, merci Bon. beaucoup. Et parfait. Merci. On commencer par cette photo-là. Ah, Vous pouvez parler de cette photo, M. Bruno. Vous pouvez parler de cette photo-là, M. Bruno. Pardon? Vous pouvez en parler de cette photo. Oui, bon, cette photo. Cette photo a été prise lors de la graduation à l'école de télégraphie de Guelph, en Ontario. Je viens d'être promu sergent, puis j'avais 20 ans. Cette photo a été prise en 41. À Penfield Ridge. Probablement que j'étais allé à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, chez un salon de photographes. Je venais d'avoir ma promotion comme pilot officer. Alors, vous voyez un peu de mes médailles, je crois, puis vous voyez un peu la croix, l'aile de l'Operational Wing, un peu, vous pouvez deviner. Bon, j'avais 24 ans. La remise, bon, c'est à Penfield Ridge que c'est arrivé. C'est la remise de la médaille Operational Wing, parce que j'avais fait un tour complet d'opération. Alors, j'ai reçu cette médaille-là. Là, je suis un pareil de grande, là, puis... Alors, ça a été pris là, à Penfield Ridge en 1945. Bon. Je pense que c'était le mois d'avril. Bon. Ça, c'est pris à Sydney. Excusez. Non. Ça, c'est la photo. Je vous avais parlé que j'avais fait du garde duty à Québec. Mais j'ai fait d'autres choses que je ne vous en avais pas parlé. J'ai fait partie de l'escadron, du squadron on avait appelé ça des emprunts de guerre. Il y a eu des emprunts de guerre, puis on avait fait un escadron d'honneur. Alors, c'est pour ça que vous voyez avec les ceintures blanches, les gants blancs, puis on faisait du precision drill, en tout cas des mouvements de précision, puis gros show là, pour l'emprunt de guerre. C'est en 1941, ça. Ah, 1941, c'est ça. Maintenant, ça, c'est une photo prise, je crois que c'est pris justement à Louisbourg en excursion. J'étais parti de Sydney, de mes compagnons, justement. Là, je ne me rappelle plus des noms. Je suis là, au milieu. Là. Puis j'étais avec un de mes McPherson, qui je vous ai dit. Ah, j'ai hésité, regardez, c'est ça. Gus McPherson? Percy McPherson. Percy McPherson. C'est justement, je vous dis, l'ami qui s'est suicidé après la guerre. Bon. Après ça, celle-ci, c'est moi
à Sydney, devant la baraque. Devant la porte de la baraque. Sydney, bon, je crois que c'est 1944. C'est toujours Sydney, mais celle-là en 43. Vous voyez, mon équipage, les membres d'équipage sont tous là. Hein? Quel équipage c'était celui-là? C'est sur l'équipage du Hudson, ça. Hein? Alors, je ne pourrais plus vous dire qui, là, pour le moment. Je suis là, moi. Puis je pense que c'est le pilote qui est à côté de moi. Hein? Bon. Alors, ça, c'est le navigateur. Le navigateur qui s'était perdu. Ça, c'est le Canso. Ah, le Canso, ça c'est près à Dartmouth. Donc ça, c'est un des types d'avions que vous avez. Oui, c'était le premier type d'avion. Regardez, vous l'avez, Dartmouth 42, Catalina, Canso, 5BR. Hein? Ça va, ça? Bon. Encore une autre. C'est la même chose, je pense? Oui, c'est la même. C'est la même, c'est la même. Je vais juste la tenir pour la caméra. Elle est peut-être plus claire. Bon. Maintenant, ça, c'est mon état de service. Je peux vous le laisser aussi. J'ai fait une photocopie. C'est une photocopie. Si vous voulez l'avoir, si ça vous intéresse dans vos archives. Certainement. Bon, alors prenez ça. Et ça, c'est la lettre lorsque j'ai cessé, là, en avril, ça. Votre décharge? Oui, c'est ça. Halifax, c'est parce que j'avais oublié de vous mentionner, j'avais été recommandé pour faire une carrière dans l'aviation, puis on m'avait offert d'aller au Staff College à Kingston. Puis, j'étais en amour dans le temps, là, puis en tout cas, ma blonde m'avait dit, elle avait peur que c'était trop dangereux. Puis après ça, ils m'ont envoyé une lettre, tu sais, puis ils me disent qu'ils me remercient des services que j'ai faits, puis ainsi de suite, là. Bon. Voici le certificat de l'Operational Wing. Est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi, l'Operational Wing? C'est l'Operational Wing. La médaille que j'ai eue, là, c'était en or, ça. Puis qu'on portait ici. C'est ça que j'ai perdu. Puis que il faudrait que je leur demande d'en envoyer un nouvel exemplaire. Alors, c'est le certificat, ça, qui allait avec la médaille. Après ça, pour ce que j'ai ici, parce que j'ai été officier à deux places. Hein. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Le RCAF. C'est sur un certificat je ne sais pas, il y a marqué quelque chose de training, un certificat de quelque chose. Bon. Bon, ça, c'est ma commission, ça. Non, ça, je pense que c'est ma commission, mais c'est une autre commission. Ce qui est arrivé après non, c'est juin 44, c'est dans l'aviation. C'est encore dans l'aviation. Hein? Je pense que c'est ma commission. Ma commission d'officier. Bon, encore un autre ici. Oh, on avait des grands papiers de même. Je vois mal, hein, mais je ne pourrais pas vous le dire, tu sais. Bon. Je vais vous donner quelque chose qui peut être assez ironique. Après la guerre, j'ai fait de la réserve. Savez-vous où? Dans l'artillerie anti-aérienne. Pour un aviateur. Ça, c'est ma commission de collègues n'avaient pas aimé ça. Ma commission de lieutenant dans la réserve. C'est bien ironique, oui. Ouais. Dans le temps, j'étais à Chicoutimi. Puis, mon ami, qui était capitaine dans la réserve,
Il dit, Gus, il dit, rentre donc, il dit, dans la réserve. Il dit, c'est le fun. Il dit, on fait le bord du camp. Il dit, à chaque année, on a 15 jours de vacances. Puis il dit, ça compte pas sur nos vacances ordinaires, du temps surplus. Puis il dit, on va au bord du lac Ontario, on fait du camping. Ah, on va y embarque. Fait que c'est ma commission de la réserve d'artillerie anti-aérienne. Est-ce que vous voulez nous parler de vos médailles, M. Ah oui, médailles, je ne sais plus par cœur. OK. Tu vois que vous avez... Bon. Je peux... De toutes ces médailles-là, moi, celle dont je suis plus fier, c'est l'Operational Wing, puis je ne peux pas vous la montrer. J'ai le certificat. C'est parce que faire 1000 heures en opération, c'est quelque chose.